On a tous déjà fait des choix qu'on regrette un peu, pas vrai? Cet achat impulsif en ligne à 2 heures du matin ou cette résolution du Nouvel An de faire du sport oubliée dès le 15 janvier. On se dit souvent qu'on manque de volonté. Mais si ces décisions, en fait, n'étaient pas des simples faiblesses, mais des sortes d'erreurs de programmation, des erreurs prévisibles de notre cerveau. C'est un peu le point de départ de notre discussion aujourd'hui, qui s'appuie sur les idées de l'ouvrage Le biais comportementaliste. Exactement. Et ce livre, il décortique un courant qui a complètement bouleversé notre vision de la décision ces dernières décennies, l'économie comportementale. Et avec elle, il y a une idée phare qui a séduit jusqu'au sommet des États, le nudge. Le fameux coup de pouce. Le coup de pouce, oui. Ce petit truc discret qui nous orienterait vers le bon choix, mais sans jamais nous y forcer. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est passé de la théorie de laboratoire à une véritable science de gouvernement. Et la question que pose l'ouvrage, elle est essentielle. Est-ce que cette approche, qui consiste à corriger en douceur nos comportements, c'est vraiment la solution miracle aux grands défis de société? Ou est-ce que cette obsession pour nos petites erreurs individuelles ne nous ferait pas passer à côté de l'essentiel? C'est toute la tension du livre. Et on va voir que c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Le livre explique que tout commence par la démolition d'une vieille idole de l'économie, une créature un peu mythique qu'on appelle l'Homo economicus. Ça sonne un peu savant comme ça, mais l'idée est assez simple, non? Oui, très simple. Et on a tous un peu appris ça. C'est l'idée d'un être humain fictif, parfaitement rationnel. Une sorte de super ordinateur sur pattes qui calcule en permanence la meilleure option pour maximiser ses intérêts. Il ne fait jamais d'erreur, il n'est jamais fatigué, jamais influencé par ses émotions. Voilà. Sauf que l'économie comportementale, portée par des gens comme le prix Nobel Daniel Kahneman, arrive et dit « stop, cet être n'existe pas ». Dans la vraie vie, nous sommes des humains, pas des écons. Et la grande différence, c'est que nous, les humains, on fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition. C'est ça. Kahneman décrit 2 modes de pensée. Le système 2, c'est notre pensée lente, logique, celle qu'on active pour résoudre un problème de maths. Mais en fait, 95% du temps, on fonctionne avec notre système 1. Le pilote automatique. C'est l'image parfaite. C'est notre pilote automatique rapide, intuitif, émotionnel. C'est lui qui nous fait freiner brusquement en voiture ou qui nous donne une première impression sur quelqu'un. Le problème, c'est que ce système 1, si efficace soit-il, est sujet à des erreurs de jugement systématiques. Ah, donc notre pilote automatique a des bugs. Et j'imagine que c'est ça que le livre appelle les fameux biais cognitifs. Ce ne sont pas des erreurs aléatoires, mais des schémas d'erreurs récurrents, c'est ça? Précisément. Ce sont des déviations prévisibles par rapport à la rationalité pure. Le livre en mentionne plusieurs, et c'est fascinant parce qu'on s'y reconnaît tous. Par exemple, le biais de statu quo. Face à un choix, notre cerveau a une tendance naturelle à préférer ne rien faire. Laisser les choses telles qu'elles sont. Oui, même si le changement serait bénéfique. C'est le fameux abonnement à la salle de sport qu'on ne résilie jamais. Ça me parle complètement. Ou le contrat d'assurance qu'on ne renégocie jamais. Exactement. Un autre, très puissant, c'est l'aversion à la perte. Des études ont montré qu'on déteste perdre 10 euros bien plus qu'on aime en gagner 10. La douleur de la perte est psychologiquement 2 fois plus forte que le plaisir du gain. C'est fou. Et puis, il y a le biais de court terme. On préfère de loin une petite gratification immédiate à un grand bénéfice futur. C'est la bataille de tous les jours entre le cookie maintenant et la santé dans 6 mois. La clé, donc, c'est que ces bugs sont prévisibles. Et si c'est prévisible, ça veut dire que c'est exploitable. C'est un peu effrayant, mais j'imagine que c'est la porte d'entrée pour le fameux nudge. Cette idée d'utiliser nos propres failles, mais pour notre bien. C'est exactement là que le concept de nudge, popularisé par Richard Thaler et Cass Sunstein, entre en jeu. Le concept qu'il sous-tend est ce qu'ils appellent le paternalisme libertarien. Alors, le terme peut sembler paradoxal. Un peu, oui. Paternalisme, parce qu'on part du principe qu'il est légitime d'orienter les gens vers des choix meilleurs pour eux. Mais libertarien, parce qu'on préserve à tout prix leur liberté de choisir. On ne force personne, on n'interdit rien. On réorganise juste le décor, en quelque sorte. On modifie ce qu'ils appellent l'architecture du choix. J'essaie de me représenter ça concrètement. Ça ressemble à quoi, une architecture de choix dans la vie de tous les jours? Les exemples donnés dans le livre sont très parlants. Le plus classique, c'est celui de la cantine.
Placer les fruits et les salades bien en évidence, à hauteur des yeux, au tout début de la file, ça c'est un nudge. D'accord. Les desserts très sucrés, eux, sont un peu plus loin, un peu moins accessibles. Personne ne vous interdit de prendre le fondant au chocolat, mais on rend le choix santé plus facile, plus évident. C'est une incitation douce. Je vois l'idée, c'est malin. Et ça semble efficace. Mais ça soulève une question, non? Est-ce qu'on ne traite pas un peu les gens comme des enfants à qui on cache les bonbons? Je sens déjà une tension entre l'efficacité et une forme de manipulation, même si elle est douce. On y reviendra, mais c'est intéressant. C'est une excellente question et c'est au cœur de la critique que le livre développera plus tard. Mais pour rester sur les exemples, il y en a des bien plus puissants. Le don d'organes, par exemple. Dans des pays comme la France ou l'Autriche, on est donneur par défaut. Pour ne pas l'être, il faut faire une démarche active. Ah oui, s'inscrire sur un registre de refus. Dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, c'est l'inverse. Il faut activement s'inscrire pour être donneur. Et l'impact doit être énorme. On joue sur notre biais de statu quo, notre tendance à ne rien faire. L'impact est colossal. Les taux de consentement au don d'organes dépassent 90% dans les pays où c'est l'option par défaut, alors qu'ils peinent à atteindre 15 ou 20% dans les autres. Des milliers de vies sont sauvées, simplement en changeant le réglage par défaut. C'est impressionnant. Un dernier exemple, très utilisé. Vous recevez votre facture d'électricité et elle indique que votre consommation est 20% supérieure à celle de vos voisins dans des logements similaires. Ah oui, la fameuse comparaison sociale. Personne n'aime être le mauvais élève du quartier. Ça joue sur notre besoin de conformité, ce qu'on appelle le biais de normes sociales. Exploitant nos propres biais psychologiques pour nous pousser en douceur vers un comportement jugé plus vertueux. Et c'est là que ça devient assez vertigineux, parce que le livre montre que cette approche n'est pas restée dans les manuels de psychologie. Elle a été adoptée à une vitesse folle par les gouvernements du monde entier. Ce n'est plus de la théorie, c'est de la politique publique. C'est une diffusion qui a été fulgurante. À partir des années 2010, on a vu les gouvernements de Barack Obama aux États-Unis et de David Cameron au Royaume-Uni créer des nudge units. Des unités coup de pouce. Oui, des équipes d'experts en sciences comportementales chargées de repenser les politiques publiques. Comment inciter les gens à payer leurs impôts à l'heure? Comment encourager des étudiants de milieux modestes à s'inscrire à l'université? En France, l'adoption a été un peu plus tardive, plus prudente, mais l'idée a vraiment fait son chemin. Mais pourquoi ce succès si rapide? Qu'est-ce qui a tant plu aux politiques? Si on prend un peu de recul, ces outils arrivent à un moment où les États cherchent de nouvelles manières d'agir, avec des budgets souvent contraints. Et les nudges sont présentés comme la solution parfaite. Ils sont peu coûteux, parfois il suffit de changer la formulation d'un email. Ils peuvent être très efficaces et surtout, ils sont politiquement peu risqués. C'est plus simple que de passer une loi. Beaucoup plus. On n'augmente pas les impôts, on n'impose pas de nouvelles interdictions, on donne juste un coup de pouce. C'est une forme d'action publique qui se veut subtile, moderne et basée sur la science. D'accord. On a donc une approche qui est séduisante, efficace, peu coûteuse, mais quand j'ai vu le titre du livre, Le biais comportementaliste, j'ai tout de suite pensé que c'était un jeu de mots, comme si les comportementalistes eux-mêmes étaient victimes d'un biais. Le livre ne se contente pas de décrire le phénomène, il le critique fortement. Quel est ce fameux biais? C'est exactement ça, et c'est le cœur du livre. La critique centrale, c'est que cette approche, en devenant la solution à la mode, en devenant hégémonique, crée un angle mort immense. En se focalisant presque exclusivement sur les défauts psychologiques des individus pour expliquer et résoudre les grands problèmes, la pauvreté, le climat, la santé publique, on oublie complètement d'analyser d'autres facteurs. Qui sont tout aussi, voire plus importants. Absolument. On développe un biais en pensant que tout problème de société est juste une somme de mauvais choix individuels. Donc si je résume la critique, c'est presque une forme de diversion, pendant qu'on nous apprend à prendre les douches plus courtes pour sauver la planète grâce à un petit compteur malin. Oui, On ne parle pas des industries qui sont responsables d'une part massive des émissions. Le nudge, en nous donnant l'impression d'agir, nous rendrait complices d'une forme d'inaction sur les vraies causes. c'est une excellente façon de le formuler. Le livre met le doigt sur plusieurs de ces angles morts. Le premier, et le plus fondamental, c'est que cette approche traite les individus comme des atomes isolés, déconnectés de leur environnement. Elle ignore le contexte social, culturel et surtout économique. On ignore complètement le pourquoi derrière les comportements, la réalité vécue des gens. Voilà, le livre donne un exemple très fort. Un comportement qui est jugé irrationnel dans un laboratoire comme une difficulté à épargner pour sa retraite peut être une réponse parfaitement logique et rationnelle à une situation de grande précarité. Bien sûr,
Quand on peine à finir le mois, que l'avenir est totalement incertain, l'urgence du présent prime surtout. Ce n'est pas un biais de court terme, c'est une stratégie de survie. C'est un point puissant, une décision qui paraît irrationnelle depuis un bureau confortable à Washington ou à Londres, est peut-être la seule décision possible sur le terrain. Ça change complètement la perspective. Le problème n'est pas forcément dans la tête des gens, mais dans le système qui les entoure. Précisément. Et ça nous amène au deuxième grand angle mort. Cette approche dépolitise les problèmes. Au lieu d'avoir un vrai débat démocratique sur nos valeurs, sur nos choix de société, par exemple, quel niveau d'inégalité accepte-t-on, eh bien on cherche à contourner la réflexion du citoyen. On agit sur son pilote automatique, son système 1, pour qu'il adopte le comportement des virés sans même y penser. On le gère plutôt que de le convaincre. On le pilote à son insu en quelque sorte. On ne cherche plus à éduquer ou à engager le citoyen dans une décision collective. On cherche juste le moyen le plus efficace de modifier son comportement. Le livre donne un cas d'étude très parlant sur ce point tiré d'une expérience américaine. Pour améliorer l'hygiène dans les restaurants, la ville de San Diego a mis en place un nudge a priori génial. Un système de notation très simple avec des lettres A, B ou C affichées sur la vitrine. Ah oui, je vois. L'idée était que les consommateurs, par aversion au risque, iraient naturellement vers les restaurants notés A, ce qui inciterait les autres à s'améliorer. Ça semble logique. Sauf que, j'imagine, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pas du tout. L'expérience a montré des effets pervers. Les inspecteurs sanitaires, qui devaient attribuer les notes, connaissaient personnellement les restaurateurs. Pour éviter les conflits, les pressions, et parce qu'ils devaient continuer à travailler avec eux tous les jours, ils ont fini par donner des A à presque tout le monde. Et le système de notation est devenu inutile. Exactement. Le nudge avait totalement ignoré une réalité sociale simple, la relation de pouvoir et d'interdépendance entre les inspecteurs et les restaurateurs. Il a échoué parce qu'il a traité un problème social complexe comme un simple problème d'information pour le consommateur. Donc l'argument de fond, c'est qu'on ne peut pas espérer résoudre des problèmes qui sont collectifs, structurels, comme le changement climatique, les inégalités de santé, la précarité énergétique, uniquement en additionnant des petits coups de pouce individuels. C'est exactement le point central du livre. Le risque majeur, et le livre est très clair là-dessus, c'est que le nudge devient une excuse. Une excuse pour les gouvernements. Oui, une excuse pour ne pas mettre en place des politiques plus ambitieuses, plus structurelles et parfois plus contraignantes. On va expliquer comment mieux trier ces déchets, ce qui est une bonne chose en soi, mais cela permet d'éviter le débat beaucoup plus difficile sur la régulation des industries du plastique ou sur la transformation de notre modèle agricole. On individualise la responsabilité. On individualise la responsabilité de problèmes qui sont en réalité systémiques. On se retrouve donc face à une tension passionnante. D'un côté, une approche de l'action publique qui se veut intelligente, moderne, fondée sur la science, efficace, et de l'autre, une critique puissante qui la dépeint comme une vision finalement assez simpliste, voire infantilisante, des citoyens et des grands problèmes de société. Il faut être nuancé, et le livre l'est aussi. L'idée n'est pas de dire que tous les nudges sont inutiles et qu'il faut les jeter à la poubelle. Mettre les fruits en avant dans une cantine, ça reste une bonne idée. Bien sûr, le livre met surtout en garde contre ce qu'il nomme le biais comportementaliste lui-même. Cette tendance des décideurs à croire que tous les problèmes publics peuvent se réduire à une somme de biais cognitifs individuels à corriger. Il plaide pour une vision plus complète, une boîte à outils plus large, qui réintègre l'importance des structures sociales, du rôle des institutions, des inégalités et des rapports de force dans l'analyse. En somme, ne pas se contenter de redessiner l'architecture du choix, mais aussi s'interroger sur l'architecture de la société elle-même. C'est parfaitement résumé. Le nudge peut être un outil, mais il ne peut pas être toute la politique. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion à méditer. Au quotidien, quelles sont les architectures de choix qui nous influencent sans qu'on s'en rende compte, que ce soit au supermarché, en naviguant sur Internet ou dans nos démarches administratives? Et surtout, la question que pose ce livre est fondamentale. Pour quels grands défis de société nous pousse-t-on à chercher des solutions individuelles, à optimiser nos propres comportements, alors que ces défis appellent peut-être avant tout une réponse collective, politique et structurelle?